Emmanuel Macron, le président français, dans son adresse aux ambassadeurs à Paris, s'est exprimé et a mentionné que le rapport français sur le plan militaire, sécurité et défense sera revu. Il s'agit d'un partenariat nouveau, un partenariat sécurité-défense repensé par la France et proposé par la France aux pays africains. Parmi les pays mentionnés, il y a le Bénin, le Nigeria, le Kenya, mais aussi Djibouti qui compte aujourd'hui sur le plan officiel 1400 soldats français dans plusieurs bases militaires et aériennes sur son territoire. Emmanuel Macron estime aujourd'hui que le Nigeria est une plateforme importante pour la France sur laquelle il faudrait se baser. D'ailleurs, dans son propos, il rappelle l'Afrique francophone n'est plus forcément d'actualité. Il faut également regarder ailleurs. On en parle dans cette émission. Que cache le nouveau partenariat de sécurité-défense annoncé par le président français, mais aussi Bénin, Nigeria, Kenya, Djibouti sont-ils aujourd'hui le lot de consolation français en Afrique après avoir essuyé la débâcle dans le Sahel, notamment au Niger, au Mali, au Burkina Faso et aussi en Afrique centrale, je dirais en République centrafricaine et au Tchad? Eh bien, on en parle dans ce programme Regard panafricain qui reçoit ce soir le docteur Sango. Il est politologue et internationaliste. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Cassandra Bekouté, bonsoir également à toute la galaxie panafricaniste, bonsoir à la technique, fier encore d'être là ce soir dans le cadre de cette émission Regard panafricain qui consiste à conscientiser le continent et à déblayer certaines problématiques stratégiques qui consistent à libérer le continent africain. Donc je vais dire bonsoir à tous nos internautes et bonsoir à toute l'Afrique. Merci, docteur Sango. Votre regard panafricain, eh bien, c'est juste après cette transition. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa. Vous nous regardez sur vos petits écrans, mais aussi vous nous écoutez sur la radio panafricaine For You 96.3 FM. C'est un plaisir de vous retrouver tous autant que vous êtes. Merci pour votre fidélité. On dit également merci au passage à la partie technico-artistique. Docteur Sango, vous êtes avec nous dans ce studio. Nous parlons de la présence française sur le territoire africain, mais surtout des propos polémique d'Emmanuel Macron. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, docteur Sango, vous avez suivi cette sortie du président français où il qualifiait les panafricanistes de faux intellectuels qui manipulent l'opinion publique à travers un discours désuet qui se base sur la colonisation et qui aujourd'hui entache le sentiment envers la France sur le territoire africain. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un discours déceptionniste, un discours qui démontre en réalité l'efficacité du combat panafricaniste aujourd'hui. En réalité, Emmanuel Macron, en faisant cette sortie, du point de vue de l'analyse du discours, on comprend tout simplement qu'il est en train de reconnaître l'efficacité du combat des acteurs panafricanistes aujourd'hui, en conjugaison avec tout le peuple qui, des 5 coins du continent, ont décidé d'en découdre avec la France. C'est un sentiment donc en réalité de déception d'Emmanuel Macron parce que il voit ou il est en train de dire à travers cette sortie que le discours que les panafricanistes prêchent pénètre la France. Parce que si c'était un discours inaudible, il ne se presserait pas à faire cette sortie. Du moins, il aurait passé outre cette sortie-là. Il n'en commenterait même pas. Mais à partir du moment où Emmanuel Macron, dans un rendez-vous aussi important avec les ambassadeurs, tient à préciser que le combat panafricaniste est ceci ou cela, ça démontre que ça occupe une place fondamentale dans la géopolitique française et dans le top management français. Donc moi je pense en tant que panafricaniste que nous devons continuer dans cette logique
Parce que vous connaissez le comportement de la France. Quand la France reconnaît que quelque chose n'est pas bon, ça veut dire que c'est bon. Quand la France ne reconnaît pas qu'une chose est bonne, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Donc en réalité, c'est un pays qui a toujours prêché par le raisonnement absurde, par des paradoxes, par des oppositions. Il appartient donc à nous, Africains, aujourd'hui, de dénicher ces discours et de comprendre qu'en réalité, ces discours ne doivent pas être analysés dans la logique d'Emmanuel Macron. On doit plutôt prendre, n'est-ce pas, l'aspect inverse pour intégrer l'avancée du combat panafricaniste aujourd'hui. On n'a plus besoin de faire des thèses, des démonstrations scientifiques et épistémologiques pour démontrer la dégénérescence de la France aujourd'hui en Afrique. Et cette dégénérescence est tout simplement le fruit et l'expression de la détermination des acteurs africains nouveaux aujourd'hui qui ont décidé de prendre la France à taureau parce que celle-ci, c'était à un certain moment donné le torse d'être le gendarme de l'Afrique. Donc, la France a dominé l'Afrique pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé parce que l'Afrique est debout. C'est terminé parce que l'Afrique s'est réveillée. C'est terminé parce que l'Afrique n'est plus prête à baisser son cou pour que la France marche sur elle. Et je pense que ce n'est que normal. On ne peut pas dominer éternellement. Il arrive toujours un moment où les dominés finissent par rebondir et par revendiquer leur souveraineté. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et les discours pareils de la France que nous sommes en train de voir aujourd'hui sont tout simplement l'image, l'expression d'une défaite qui est déjà en train de voir le bout du tunnel. Merci, Docteur Sango. Parlons à présent de ces pays Djibouti, Kenya, Nigeria et Bénin qui sont aujourd'hui les favoris de la France sur le territoire africain après avoir perdu de son aura au sein des pays que j'ai pu mentionner dans mon propos liminaire. Parlons déjà de Djibouti qui est un pays stratégique pour le continent africain qui est riche en énergie énergétique et puis en énergie géothermique, en perlite ou encore en lithium. Du Kenya également qui vit de son agriculture et qui est parmi les pays émergents en Afrique, sinon développés. Du Nigeria, considéré, Dr Sango, comme l'un des pays, le deuxième ou le troisième aujourd'hui pays le plus, je crois que c'est le troisième après l'Algérie qui vient après l'Afrique du Sud, pays développé ou encore en développement, pays puissant sur le territoire africain, et le Bénin qui est également un pays stratégique dont l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Ces pays ont été sélectionnés par le président Emmanuel Macron, du moins par la France, et l'exécutif a annoncé dans un discours qu'il est aujourd'hui important de revenir avec un partenariat stratégique de sécurité défense nouveau. Aujourd'hui, il est question pour Paris de regarder vers d'autres horizons après avoir perdu la main sur les États qui ont été mentionnés tout à l'heure. Docteur Sango, comment analysez-vous déjà le choix de ces différents pays, à savoir le Bénin, le Nigeria, le Kenya et Djibouti, dans une moindre mesure le Gabon qui n'a pas été mentionné dans la liste? Je pense que d'un point de vue purement géostratégique et géopolitique, le choix de ces pays par le président Emmanuel Macron n'est pas politiquement, même idéologiquement neutre. C'est des pays en réalité qui sont aujourd'hui en phase encore avec le processus de la France-Afrique. Parce que lorsque vous voyez les méandres de cette France-Afrique dans les pays qu'on a appelés jusque-là le précaré français, la France a perdu dans ces pays qui étaient juste là classés comme son ventre mou. Aujourd'hui, en choisissant ces pays dans la stratégie française, c'est tout simplement l'expression d'un repositionnement, d'un changement de tactique qui vise à sauver un système qui est de plus en plus en dégénérescence. Lorsque vous voyez ces pays-là, on se rend bien compte que la France
a aujourd'hui compris qu'elle est persona non grata dans son territoire qui était jusque-là considéré comme sa zone d'influence, parce que c'est elle qui pensait que c'était sa zone d'influence, parce que nous, panafricanistes, nous n'en pensons pas ainsi. Nous pensons que les États africains soient des États libres et souverains. Conscient donc de cette réalité, la France est en train de surfer dans une zone stratégique, géographique différente qui n'était pas la leur, du moins considérée, n'est-ce pas, du point de vue de l'esprit du congrès de Berlin, qui historiquement est considéré comme le congrès où le partage de l'Afrique a été planifié. Donc, on voit que la France est dans une situation aujourd'hui de repositionnement stratégique. Et c'est l'occasion pour moi de dire qu'il ne faut pas voir en ça une sorte, n'est-ce pas ici, de consolation. La France n'est pas en train de se consoler. La France est en train de combattre parce que nous sommes dans un combat que nous n'avons pas encore gagné. Et c'est très important de le signifier. Nous sommes dans un combat aujourd'hui où certes, l'Afrique est peut-être avantageuse et favori, n'est-ce pas, dans ce combat, mais n'a pas encore remporté la victoire parce que sur le terrain de combat, il existe encore des zones de pesanteur aussi profondes qui risquent de faire en ce que l'Afrique, bien que étant bien partie dans ce combat-là, puisse la perdre en dernier recours. Donc, c'est pourquoi il est important d'envisager ces comportements français, ces déploiements, ces défractations françaises en Afrique comme l'expression, n'est-ce pas, du combat, l'expression de la recherche des stratégies, l'expression, n'est-ce pas, ici, d'une survivance d'un pays qui est menacé sur le terrain. Lorsque vous voyez le pays comme le Bénin, le Djibouti, le Gabon, le Nigeria, etc., vous comprenez que c'est des pays qui continuent encore à se livrer comme des entités instrumentales au jeu du système de la France-Afrique. Quand je dis ça continue encore à se livrer, c'est justement parce qu'à la tête de ces pays-là, on a encore, malheureusement, des dirigeants qui n'arrivent pas à intégrer la réalité du combat tel que porté par le camp des États de l'AES spécifiquement et par le camp des panafricanistes en général. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, il est important de ne pas minimiser le combat. Il est important de travailler pour que le combat panafricaniste intègre ces États que Emmanuel Macron continue encore à considérer comme étant ses éléments, comme étant ses partenaires. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il est en train de donner aux yeux des panafricanistes, aux yeux des Africains, de l'opinion africaine, de l'opinion mondiale, que en Afrique, elle a encore un soutien. C'est donc à nous, Africains, de démontrer que ce n'est pas le cas, de démentir cette façon de faire. Et démentir cette façon de faire ne consiste pas seulement à faire des analyses comme nous faisons, ça consiste à poser des actions sur le terrain qui vont permettre ou qui vont aider à ce que les têtes de ces États-là soient libérées par les figures de la France-Afrique. Au Bénin, on a un président France-africain. Au Djibouti, des présidents France-africains, un président France-africain. Vous prenez un pays, par exemple, comme le Nigeria aujourd'hui, c'est un pays où on a un président France-africain. Donc, tous ces pays-là, le Gabon ne fait pas une exception, c'est des pays qui sont encore à l'état actuel des choses victimes du système de la France-Afrique. Pourquoi je parle de la victimisation? Je parle de la victimisation parce qu'il faut faire un distinguo entre ces pays-là en tant qu'institution et les hommes qui les dirigent à la tête de leur destinée. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, il est question de démontrer que ce ne sont pas ces pays-là qui, en réalité, du point de vue institutionnel, seraient encore en phase avec la France, ce qui n'a jamais été le cas, mais c'est des hommes qui sont à la tête de ce pays-là, placés par la France, utilisés par la France, qui font encore en sorte que la France puisse donner l'impression à l'opinion internationale qu'elle a encore un certain soutien en Afrique. C'est pourquoi
Dernièrement, je disais toujours dans une sortie analytique pareille qu'il est important d'utiliser les mêmes outils de combat que les adversaires. Okay. Vous savez que historiquement, l'adversaire, qui est fondamentalement la France, dans ses méthodes de déstabilisation, a toujours utilisé la violence, a toujours privilégié les coups d'État, a toujours privilégié, n'est-ce pas ici, les assassinats, les rébellions et les constructions de terrorisme pour mettre en difficulté des leaders qui travaillent jusque-là pour les intérêts de leur peuple. Oui. Donc c'est à nous aujourd'hui, panafricanistes, à nous aujourd'hui, souverainistes, d'utiliser les mêmes outils du combat pour imposer à ses ennemis. C'est-à-dire, on doit aussi être capable aujourd'hui de faire en sorte que en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Djibouti et bien d'autres pays encore où les leaders semblent être en phase avec la France-Afrique, qu'il y ait des révolutions qui consisteraient à les mettre de côté. Ce n'est pas ici, nous ne sommes pas ici en train de faire la promotion des coups d'État. Oui, je sais que oui. je vous ai vu sourire, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Oui. Je fais tout simplement des analyses géopolitiques pour démontrer que face à une logique de combat, face à une guerre, il est toujours important de privilégier les mêmes outils, n'est-ce pas, de combat utilisés par l'adversaire pour le neutraliser. Parce qu'on ne va pas quand même accepter éternellement que la France soit toujours là en train de briser les dynamiques souverainistes portées par les leaders africains. Parce que lorsque vous faites l'historiographie politique du processus de libération du continent africain, vous allez vous rendre bel et bien compte que partout où il y a eu des tentatives de révolution souverainiste, la France a privilégié la violence, la France a privilégié le coup d'État, la France a privilégié les rébellions. Okay. Ces rébellions-là n'avaient pas d'autres objectifs que d'enlever ces leaders révolutionnaires qui venaient de prendre les destins ou les destinées de leur État pour les mettre de côté, à l'effet de les remplacer par des valets, par des esclaves, par des personnes qui vont servir docilement les intérêts de la France-Afrique. Donc, ça doit aujourd'hui être intégré comme réalité et on doit mettre un terme à cela. Et mettre un terme à cela nécessite donc la mobilisation de masse, nécessite la construction des rapports de force qui vont faire en sorte que sur le terrain, que nous puissions aussi être capables de nous déployer comme eux, capables, n'est-ce pas, de manipuler, n'est-ce pas, les armes, capables aussi de leur imposer un rapport de force équivalent, n'est-ce pas, sur le terrain. Merci, Dr Sango, pour cette première lecture partant de la constatation que Djibouti est considéré comme une base régionale avec le nombre de soldats que j'ai mentionné tout à l'heure, pratiquement plus de 1500 en tout cas, et que le Kenya et le Nigeria sont aujourd'hui de nouveaux terrains pour la France sur le plan militaire évidemment, et que le Bénin est accusé depuis plusieurs mois déjà d'être une base arrière de déstabilisation contre les pays comme le Niger ou encore le Burkina Faso, comportant sur son territoire des bases militaires. Le pays s'est défendu en disant qu'il s'agit de camps militaires qui nécessitent simplement la formation de l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Voyons ces 4 gigantesques partenaires français sur le territoire africain. D'où viendra l'inversement de ce rapport de force, docteur Sango? Oui, l'inversement de ce rapport de force, en réalité, ne va pas tomber du ciel. Oui, justement. Ça ne tombera pas du ciel. Ça doit être un constructivisme des acteurs africains par eux-mêmes. Lorsque je parle du constructivisme, ça nécessite la mobilisation et la réorganisation des acteurs africains qui sont opposés à cette façon de faire de ces acteurs france-africains aujourd'hui. Ça nécessite donc une sorte de mobilisation de masse qui doit s'opérer autour, n'est-ce pas, de la convergence des rapports de force, du renforcement, n'est-ce pas, des regroupements. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui.
Parce que il n'y a pas de rapport de force lorsqu'on est divisé. Il n'y a pas de rapport de force qui tienne lorsque vous êtes dispersé. Il est question aujourd'hui de rejoindre l'idéal type d'analyse, l'épicentre qui représente aujourd'hui le type de représentativité même de ce rapport de force que sont les États de l'AOS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres États africains qui ne sont pas d'accord à cette spoliation france-africaine, à ce système de la France-Afrique, ne travaillent pas dans le terrain du combat seul. Oui. C'est-à-dire, on va voir par exemple les États comme le Cameroun, on va dire que ok, le Cameroun est un pays qui n'a pas reconduit les accords lyonnais par exemple. Le Cameroun est un pays qui s'est toujours opposé au franc CFA. Mais ça, c'est des actions panafricanistes, certes, mais des actions qui n'ont pas de répercussions sur le terrain. Tout à fait, et qui ne pèsent pas suffisamment, justement parce que c'est posé de manière isolée. Donc, tous ces pays qui posent des actions panafricanistes pareilles devraient donc chercher à les mettre ensemble, à rejoindre les États de l'AES, parce que c'est ça l'exemple toujours aujourd'hui. Ce qui est vrai du Cameroun est vrai pour la RCA, par exemple. Vous savez que la RCA aussi a eu à poser ou pose quotidiennement les actions panafricanistes. Donc, il est question de ne pas disperser ces actions panafricanistes, aussi petites fussent-elles dans les différents États. Il est question de les rassembler, de les mettre de côté pour former donc une sorte de rapport de force qui va donc dissuader définitivement les éléments de la France-Afrique qui restent minoritaires aujourd'hui sur le continent africain. C'est de ça qu'il est question. Et ce que je dis est vrai. Parce que lorsque vous prenez tous les 54 États africains aujourd'hui, dans ces 54 États, vous allez toujours trouver dans chaque État un domaine de politique où un leader a décidé, par exemple, de travailler de manière souveraine. Par exemple, si vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal aujourd'hui, vous voyez par exemple les discours que ces leaders-là prêchent, les discours panafricanistes, etc., etc. Vous disiez tout à l'heure que ça ne pèse pas sur la balance. Ça ne pèse pas. Je suis en train de les rassembler, de les analyser point à point pour montrer la logique qui voulait qu'on les mette ensemble. Dans le Sénégal, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, etc., toutes ces actions-là méritent de se mettre ensemble. Donc, voilà un peu la stratégie. C'est la stratégie de la construction de rapports de force. Parce qu'on ne peut pas penser la libération du continent africain aujourd'hui avec la coopération, avec le partenariat, avec... Même pas avec le partenariat avec la Russie, qui est d'ailleurs très critiqué par la France dans son dernier discours. Même avec la Russie seule, ça ne va pas suffire. Donc le partenariat seul ne va pas suffire. Je suis en train de dire que le partenariat sans rapport de force ne signifie pas grand chose. Il est question de faire des actions qui consistent à donner à l'Afrique un rapport de force, un indice de puissance. Parce que c'est l'indice de puissance qui vous permet de vous protéger et de vous défendre. Si vous n'avez pas cet indice de puissance, quelles que soient les actions que vous allez poser, vous serez toujours mangé par les gros poissons. Donc, le partenariat aujourd'hui en Afrique est bien, mais un partenariat qui doit être orienté vers les logiques de la construction de l'indice de puissance du continent africain. C'est pourquoi peut-être le partenariat avec les États comme la Russie est une bonne chose, avec les États comme la Chine et la Turquie, qui acceptent encore d'accompagner l'Afrique dans l'acquisition de cet indice de puissance. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut davantage explorer ces logiques, les privilégier et travailler pour que l'Afrique crée des regroupements régionaux ou sous-régionaux capables, n'est-ce pas, de la doter d'un certain rapport de force qui lui permettra, n'est-ce pas, de se défendre, mais aussi et surtout d'anticiper dans les zones de combat
à travers le monde. Le rapport de force dont vous parlez, pour pouvoir inverser la vapeur, pour vous, c'est un rassemblement, c'est se mettre ensemble, une sorte d'unité africaine qui permettrait à ces pays-là d'avoir un peu plus de poids. Mais aujourd'hui, docteur Sango, partant de la considération que l'AES est naissante, les pays de l'AES sont encore en train de chercher leur propre voie. Et d'ailleurs, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, dont le pays en exercice de la présidence de cette confédération, avait rappelé qu'il n'est pas encore aujourd'hui l'heure des adhésions ou encore autre chose, même si les soutiens sont attendus. Est-ce que les pays africains sont prêts à adhérer à l'AES? Est-ce que l'AES est prête à avoir des adhérents, à s'élargir réellement à l'heure actuelle? Si jamais un pays comme la RCA, un pays comme le Cameroun, un pays comme le Sénégal, ou bon, peut-être pas le Sénégal puisque les autorités ont été claires, ou encore le Ghana décidait d'adhérer à l'AES en termes de confédération, vous pensez que l'Alliance est prête pour ça? Les États de l'AES sont prêts pour les nouvelles adhésions. Parce que lorsque vous voyez le traité du Liptako-Goma, le traité même de cette confédération, c'est un traité qui laisse les passerelles, qui laisse les ouvertures. C'est un traité ouvert qui laisse, n'est-ce pas, l'opportunité à tous les autres États africains d'adhérer conformément au principe de la souveraineté du continent africain. Parce que l'objectif maximaliste des États de l'AES, c'est de ne pas faire de la confédération des États de l'AES un simple réductionnisme à ces trois États. C'est de construire l'unité du continent africain à partir, n'est-ce pas, d'un épicentre qui serait formé par eux. C'est ça l'objectif. Maintenant, ceux qui ne seront pas prêts aujourd'hui à adhérer à cette alliance des États de l'AES sont ceux qui n'ont pas encore compris l'impérieuse urgence qu'il y a aujourd'hui en Afrique de se réunir. C'est de ça qu'il est question. C'est des gens qui sont encore dans la logique de 1963, dans la logique coloniale. C'est les gens qui pensent encore qu'on a encore besoin d'attendre d'autres décennies de colonisation avant de prendre notre destin. Je prends toujours l'exemple de cette de la lecture de ce combat, n'est-ce pas, à travers le traité constitutif de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. C'est justement parce qu'on a eu des blocs qui ont fait en sorte que l'Afrique ne puisse pas avancer que nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Le bloc de Casablanca et le bloc de Monrovia. On a vu que c'est le bloc qui ne voulait pas de l'unité de l'Afrique qui a travaillé et qui a été, n'est-ce pas ici, arrêté comme politique fonctionnaliste du continent africain, par exemple. Donc, en réalité, aujourd'hui, face à ces erreurs du passé, face à l'urgence que nous avons aujourd'hui de nous libérer, de nous mettre ensemble pour jouir de nos matières premières, mais aussi et surtout améliorer les conditions de vie de nos populations qui meurent dans des déserts, qui chaque matin ne rêvent qu'aller en Europe, aller aux États-Unis, aller au Japon, etc., pour que ceux-ci comprennent aussi la nécessité qu'il y a de rester chez eux, la fierté qu'il y a de rester chez eux. Parce qu'en réalité, ils n'arrivent pas à comprendre que s'ils n'ont pas le goût de rester chez eux, ce n'est pas justement parce qu'il n'y a pas de bonnes choses chez eux. C'est justement parce que les puissances occidentales, les pays vers lesquels ils partent aujourd'hui, ont posé des problématiques, des politiques qui ont fait en sorte que nos pays africains ne puissent pas se développer. Donc face à cette réalité-là, qu'est-ce qu'on doit donc faire? Est-ce qu'on doit rester dans la logique de ce sous-développement conformément aux politiques qui ont été privilégiées par les puissances occidentales, ou alors sortir de cette logique-là et prendre en main notre liberté, nous déconnecter de ce système-là et vivre le bonheur de nos matières premières et de nos ressources naturelles. Donc ceux qui ne veulent pas prendre cette logique, c'est ceux qui pensent qu'il faut encore attendre plusieurs années avant de se lancer. C'est de ça qu'il est question. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique n'a plus du temps à perdre.
On n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'opposer aux Africains l'élément ou l'argument ou le paradigme temporel en disant que c'est trop tôt. Non, on ne doit pas dire cela. Il n'est jamais trop tôt pour se libérer. Il n'est jamais trop tôt pour prendre sa liberté et son indépendance. Il faut le dire. Et même si c'était le cas, lorsqu'on voit aujourd'hui le parcours du continent africain, lorsqu'on voit les 6 siècles d'esclavage, lorsqu'on voit la traite négrière, lorsqu'on voit, n'est-ce pas, le colonialisme, l'impérialisme, on voit d'où est partie l'Afrique et les chocs historiques que l'Afrique a subis jusqu'ici. Je pense qu'il faut être naïf pour continuer de dire on doit encore avoir besoin d'attendre, on doit encore attendre. Donc il faut sortir de ces raisonnements belliqueux qui n'avancent pas le continent africain aujourd'hui. Moi je pense que les États de l'AES ont montré leur ouverture, ils ont montré l'exemple. Il appartient donc aux autres États de les rejoindre. Et les rejoindre ne demande donc pas qu'ils prêchent des discours, des arguments en disant que on ne peut pas adhérer parce que. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qui expliquerait la non-adhésion des autres États à l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, le seul élément de souveraineté, le seul élément de l'unité, le seul élément de déconnexion du continent africain vis-à-vis du système de la France-Afrique suffirait pour adhérer à la Confédération des États de l'AES. Donc, on n'a plus besoin des discours qui perdent le temps, des discours, n'est-ce pas, qui freinent l'avancée du combat panafricain. On doit plutôt privilégier aujourd'hui des raisonnements positifs, des raisonnements qui montrent qu'en réalité, il est urgent et impérieux de nous mettre ensemble pour mettre hors d'état de nuire cet ennemi-là qui reste toujours félin, prêt à se repositionner et à revenir avec force. Et qu'en est-il de l'Union africaine selon vous? Il n'est pas aussi temps que sur le plan militaire, déjà les pays africains puissent se mettre les uns avec les autres. On constate par exemple au vu de l'actualité que plusieurs pays voudraient participer à une mission militaire de l'Union africaine dans la Corne de l'Afrique. C'est l'Égypte ou encore l'Éthiopie ou je ne sais pas, des pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est qui veulent participer à la protection, par exemple, sur le territoire somalien. Pourquoi, Dr Sango, n'est-il pas possible qu'il y ait des accords de sécurité et de défense qui existent aujourd'hui entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, entre d'autres pays, et justement cette AES? Pourquoi ne pas démarrer déjà par là avant une adhésion proprement dite? Vous avez évoqué l'Union africaine. Oui. Pourquoi est-ce que l'Union africaine ne ferait pas pourquoi? Je pense que vous ne pensez pas qu'elle ne se sent pas interpellée, qu'elle ne se sent pas mêlée à la dynamique actuelle? Oui, pour comprendre, n'est-ce pas, tous ces balbutiements de l'Union africaine, ou du moins c'est pour comprendre aujourd'hui l'inefficacité de l'Union africaine face à ces processus de libération du continent africain. Je vous ai toujours dit qu'il faut partir de 1963 parce qu'à l'intérieur de l'Union africaine, c'est la politique des Moraviens qui fonctionne là-bas. C'est la politique, n'est-ce pas, qui ne veut pas la libération du continent africain. C'est la politique qui est contre la souveraineté du continent africain qui fonctionne à l'heure actuelle dans l'Union africaine. Donc vous comprenez qu'en réalité, lorsque vous projetez, lorsque vous pensez les stratégies de libération du continent africain aujourd'hui, il ne faut pas compter sur l'Union africaine. Il faut concevoir l'Union africaine comme la CEDEAO, comme les États de l'AES ont conçu la CEDEAO. La CEDEAO et l'Union africaine ne sont pas différentes aujourd'hui. D'accord? Lorsque vous voyez toutes ces organisations d'intégration sous-régionale telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, d'accord? C'est des organisations qui ont été pensées pour le système de la France-Afrique. C'est des organisations qui ont été pensées non pas pour servir les intérêts du continent, mais pour servir les intérêts de ces puissances occidentales en Afrique, en les utilisant comme des intermédiaires. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pourquoi les États de l'AES ont décidé de claquer la porte de la CEDEAO. Et ce qui est vrai pour la CEDEAO l'est
pour toutes les autres organisations d'intégration sous-régionale telles qu'elles ont été pensées par les puissances occidentales. Que ce soit la CEMA, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la SADC, et toutes ces organisations méritent, n'est-ce pas, d'être ritualitées, méritent d'être dissoutes, méritent d'être, n'est-ce pas, ici, annulées. Donc, il y a même, je ne sais pas quelle expression utiliser pour dire cela. Donc, il faut les annuler, les supprimer, les anéantir pour penser des autres organisations nouvelles. C'est ce que les États de l'AES ont fait avec la Confédération. Et vous voyez que entre la CEDEAO et la Confédération des États de l'AES, du point de vue comparatif, on voit que les résultats ne sont pas les mêmes. On voit que les résultats qui sont aujourd'hui produits par les États de la Confédération des États de l'AES sont beaucoup plus efficients et efficaces concernant la libération du continent africain. Donc en réalité, l'Union africaine n'est pas un acteur important. Il faut mettre un pan de voile là-dessus, ou du moins le mettre de côté. Ce qu'il faut faire, à mon avis, je pense que c'est de privilégier, n'est-ce pas, une sorte de coopération bilatérale, une sorte de relation bilatérale entre les États de l'AES tels qu'ils sont constitués là aujourd'hui et les autres États pris individuellement. Ça veut dire quoi concrètement et techniquement? Ça veut dire que quoi? Il appartient aujourd'hui, du point de vue, n'est-ce pas, stratégique, que les États de l'AES collaborent avec les États individuellement, c'est-à-dire privilégier des partenariats avec chaque État dans le sens de rejoindre l'alliance du Liptako-Gouma, la Confédération. Il ne faut pas compter sur l'Union africaine. L'Union africaine, certes, symbolise aujourd'hui sur le plan de unitaire l'association des États de l'Afrique. C'est quand même 54 États qui symboliquement se mettent ensemble pour... Mais en réalité, c'est une unité fragile qui ne représente rien. Donc, les États de l'AES gagneraient à travailler hors de l'Union africaine. Hors de l'Union africaine. Ce serait encore plus efficace que les États de l'AES, à travers, par exemple, leur ministre des Affaires étrangères ou alors leur émissaire, qu'ils envoient un émissaire, par exemple, au Cameroun pour venir travailler, négocier, voir comment ça doit se passer. Oui. Ils envoient un émissaire en RCA, au Gabon, etc., etc. Je vous assure, ça sera 1000 fois plus efficace que s'ils décident de privilégier le paradigme de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, lorsque vous voyez, il y a des politiques salvatrices qui sont pointées mais qui ne sont jamais implémentées. Il y a par exemple le projet de la création d'une force commune panafricaine qui pèse dans les tiroirs de cette Union africaine, mais jamais on en parle, jamais on a implémenté cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas de l'intérêt de ces États et des États des pays occidentaux que cela soit ainsi. Vous savez qu'à l'Union africaine, les bailleurs de fonds de l'Union africaine sont bien connus. Ce sont les puissances occidentales qui financent l'Union africaine. Vous ne pouvez donc pas avoir une pareille organisation et penser que vous allez prêcher, porter des politiques qui seront souveraines, ou du moins des politiques qui seront contraires à la vision de vos financeurs et de vos bailleurs de fonds. Donc, c'est des pareilles erreurs qu'on doit aujourd'hui rectifier. On n'a plus besoin que les puissances viennent nous financer. C'est pour cela que nous disons que la souveraineté économique à laquelle nous en appelons les États africains doit être une souveraineté libre qui ferait en sorte que l'élaboration des budgets de nos pays ne soit plus adossée à cette aide occidentale. Il faudrait donc que les États africains aient leur monnaie, élaborent leur budget conformément à leurs moyens. Parce qu'à partir du moment où vous prenez déjà un 5 francs qui vient d'ailleurs, ce 5 francs-là va vous conditionner et va vous empêcher de vous mouvoir librement du point de vue économique. C'est aussi facile que cela. Ce qui manque, c'est tout simplement le volontarisme politique. C'est la volonté qui manque. Mais aussi et surtout l'envie de certains leaders africains de jouir de certains intérêts personnels. Or, aujourd'hui, il y a l'intérêt général du continent africain qu'on doit mettre au-dessus de nos intérêts personnels égoïstes. C'est de ça la réalité aujourd'hui. Lorsque vous voyez tous ces présidents à la tête des États africains, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement jouer des honneurs. Ils veulent rester à la tête des États 50 ans, même si le pays périt, même si l'Afrique n'avance pas. Ce n'est pas leur problème. D'accord? C'est pourquoi nous disons
qu'il faut travailler pour qu'on libère certains États africains de ces personnalités qui ont pris en otage nos pays. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on ait des panafricanistes, patriotes africains capables, n'est-ce pas, d'implémenter les politiques panafricanistes telles que nous les analysons chaque fois sur votre média panafricaniste. Merci, docteur Sango. Nous allons peut-être terminer par là. Alors, si le Bénin, le Nigeria, le Kenya et Djibouti ne sont pas des lots de consolation pour la France sur le territoire africain, que sont-ils réellement ces pays, docteur Sango? Tout simplement des entités instrumentales, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire. Ce ne sont pas des lots de consolation, ce sont des entités instrumentales qui sont aujourd'hui utilisées. Quand on dit instrumental, c'est-à-dire ce sont des instruments que l'adversaire utilise aujourd'hui pour se repositionner et mettre en péril, n'est-ce pas, les poussées révolutionnistes portées par certains États africains aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça la dangerosité de cette affaire. Lorsque nous savons que ces pays-là sont les pays africains, lorsque nous savons que ces pays-là sont des pays de nos ancêtres, mais qu'en réalité, à cause des intérêts égoïstes nationalistes prêchés par certains leaders, certaines personnalités ont pris en otage ces pays-là et sont aujourd'hui en train de les instrumentaliser. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est que ces pays-là sont des instruments. Comment faire donc pour qu'on libère ces pays-là, n'est-ce pas, de cette instrumentalisation? Vous avez donc compris que pourquoi j'ai prêché la notion du rapport de force, la nécessité de se mettre ensemble. Parce que ces pays-là sont pris en otage. Ces pays-là, en réalité, je vous ai dit qu'il faut faire la distinction entre pays, institutions et individus qui les dirigent. Okay. Et ces pays-là sont pris en otage par ces individus qui sont à la tête de ces pays-là et qui ne veulent pas orienter le combat de ces pays-là vers les intérêts du continent africain. Donc, il appartient donc à nous panafricanistes, à tous les Africains soucieux, n'est-ce pas, de prendre en main leur souveraineté et leur indépendance, de travailler pour qu'on libère ces pays-là, parce que ces pays-là ne méritent pas d'être à l'image de ce que nous sommes en train de voir là aujourd'hui. Lorsque Emmanuel Macron prend la parole, il dit que le Bénin, Djibouti, Nigeria, Gabon, etc., sont encore nos soutiens, nos partenaires. C'est une façon d'insulter les Africains. Il faut qu'on le lui dise que en réalité ces pays-là ne sont pas ses partenaires. Ces pays-là sont les pays africains et qu'il n'a pas le droit de venir faire quoi que ce soit là-bas sans le consentement des États africains ou alors des Africains de manière globale. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc ce n'est pas une consolation, ce n'est pas un ventre mou, c'est des instruments, c'est des pays qui ont été pris en otage par le système de la France-Afrique et qui travaillent comme tel. Il faut donc qu'on travaille pour les débarrasser, les libérer de ce fardeau France-africain qui pèse sur leur tête. Merci, docteur Sango, pour ces analyses apportées dans le cadre de ce programme Regard panafricain. Emmanuel Macron annonce son nouveau partenariat sécurité-défense avec les pays africains que j'ai mentionné d'ailleurs tout à l'heure, le Bénin, le Nigeria, le Kenya, et puis Djibouti, où la reconfiguration du dispositif militaire n'aura pas lieu, de même finalement qu'au Gabon. Des actualités en tout cas que nous allons suivre avec beaucoup d'attention. Docteur Sango, je vous dis merci d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie et je vais sortir par un des éléments de ce discours d'Emmanuel Macron face aux ambassadeurs où il disait que l'Afrique n'est pas reconnaissante. C'est-à-dire pour lui, tout ce que la France fait en Afrique, il fallait que l'Afrique soit reconnaissante. Donc le fait que certains États africains, tels que les États de l'AES, aient décidé de rompre, de se déconnecter, c'est une façon de dire que l'Afrique n'était pas reconnaissante. Je voulais utiliser cette occasion pour faire un rappel historique et même épistémologique pour dire à Emmanuel Macron que c'est la France qui n'est pas reconnaissante, n'est-ce pas, vis-à-vis du continent africain. Pourquoi? Parce que sans l'Afrique aujourd'hui, la France serait allemande. Il faut rappeler ça à Emmanuel Macron, que sans l'Afrique, la France ne serait pas État souverain aujourd'hui, mais serait un territoire allemand. Il faut rappeler à Emmanuel Macron que sans les Africains aujourd'hui, la deuxième guerre comme la première guerre mondiale
ne devait pas être quelque chose qui devait être gagné par le camp de la Triple Alliance, c'est-à-dire ceux qui s'autoproclament aujourd'hui vainqueurs de ces deux Premières Guerres mondiales. L'apport des Africains a été très très déterminant. Donc il ne faut pas qu'ils viennent donner l'impression à l'opinion internationale mondiale que c'est l'Afrique qui est en train de quémander sa reconnaissance. Non, c'est elle plutôt qui doit à l'Afrique. C'est elle plutôt qui doit dire merci à l'Afrique, parce que sans l'Afrique, elle serait aujourd'hui un État néant. Bref, un État colonial, une colonie allemande qui serait en train de subir les méandres de la domination allemande. Donc, si l'Afrique a dit non à cela, si l'Afrique est intervenue pour empêcher cela, qu'est-ce que Emmanuel Macron devrait faire s'il était conscient? Il devait tout simplement se retourner vers les Africains et leur dire merci. Merci à vous, docteur Sango, pour vos analyses et la reposition ou encore le repositionnement, voilà, c'est mieux dit, le repositionnement du curseur sur les éléments et les faits historiques en Afrique et puis ailleurs, notamment en France. On se retrouve la semaine prochaine, docteur Sango, pour une nouvelle émission Regard panafricain. D'ici là, portez-vous bien. À vous qui nous avez regardé sur For You Media Africa et suivi sur notre radio For You 96.3 FM, nous vous disons merci. Merci à la partie technico-artistique qui était savamment orchestrée par Kelly. Merci infiniment à vous. Restez en compagnie de nos programmes. L'actualité se poursuit. Au revoir, N'Djamena.